Bonjour à toutes et tous, c'est Margot pour Courir Mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de cette série consacrée aux femmes en endurance. Dans cet épisode, on va aborder un sujet dont l'intérêt scientifique ne cesse de croître, l'entraînement en fonction du cycle menstruel. Nous reviendrons d'abord sur les bases, qu'est-ce que le cycle menstruel, comment se manifeste-t-il et quelles sont les principales variations hormonales qui le composent. Dans un second temps, on va s'intéresser à la littérature scientifique portant sur les liens entre cycle menstruel et entraînement chez la femme. On va aussi voir ce que les données actuelles et la littérature permettent de suggérer sur le plan pratique. Et pour cet épisode, j'ai le grand plaisir de recevoir non pas une chercheuse, mais 3 spécialistes du sujet. Tout d'abord, Juliana Antero, chercheuse à l'INSEP, Manon d'Auvergne, kinésithérapeute et doctorante, ainsi que Anna Stiltelman, physiothérapeute et doctorante. Toutes les 3 travaillent sur l'influence du cycle menstruel sur l'entraînement et la performance des sportifs. C'est un épisode particulièrement riche qui vous attend et j'espère qu'il vous apportera des éléments de réponse aux nombreuses questions que vous pouvez vous poser sur ce thème. Mais avant de commencer, je souhaite remercier le partenaire de cette série, Coro. Coro, c'est une épicerie en ligne qui m'accompagne au quotidien dans mon alimentation. En tant que végane, j'y trouve de nombreux produits qui sont adaptés à mes besoins. Par exemple, je me supplémente en oméga 3 et Coro propose une version végétale qui permet de couvrir mes besoins tout en respectant mon régime alimentaire. Si vous souhaitez passer commande chez Coro, vous pouvez utiliser le code CM5 pour bénéficier de 5% de réduction sur votre panier. Je vous propose maintenant d'écouter notre échange autour du cycle menstruel, de son influence sur l'entraînement et la performance des femmes, à la lumière de la littérature scientifique la plus récente sur le sujet. Bonjour à toutes et tous, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et de faire ensemble ce podcast aujourd'hui. Alors, on va parler du cycle menstruel et de comment on doit l'adapter ou non à son entraînement. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marion, Anna et Juliana pour discuter de ça. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par vous présenter qui vous voulez en premier, donc qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites comme travaux de recherche? Alors, comme on avait dit par ordre alphabétique. Donc moi, je m'appelle Anna Stiltelman. Je suis physiothérapeute ou alias kiné pour les Français de formation. Et je suis en 2e année de thèse sur les effets du cycle menstruel sur la performance neuromusculaire, mais plus particulièrement sur les effets des symptômes du cycle sur la performance. Sinon, ma thèse, je la fais à temps partiel parce que je travaille toujours comme physiothérapeute. Donc de terrain en médecine du sport aux hôpitaux universitaires à Genève. Et puis ma thèse, je la fais à l'université de Clermont-Auvergne avec comme directrice de thèse Nathalie Boisseau. Et je m'appelle Juliana Antero, je suis chercheuse épidémiologiste à l'INSEP. Je dirige une équipe de recherche sur un programme de recherche appelé Power, dont le but est de mieux comprendre l'interaction entre les fluctuations hormonales liées au cycle menstruel ou à la contraception hormonale sur la performance, l'entraînement et le bien-être des sportifs. Je suis aussi kiné. À la base, je suis kiné ou physiothérapeute. Salut Margot, merci pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Manon d'Auvergne, je suis kinésithérapeute. On est vraiment entre kinés ce soir apparemment pour parler du cycle menstruel. Et du coup, actuellement, je suis en 4e année de thèse. J'ai eu un peu de rab. Et j'étudie l'impact d'un entraînement périodisé selon le cycle menstruel sur la performance neuromusculaire. Et du coup, je suis en co-tutelle universitaire entre La Réunion et Le Mans sous la direction de Nicolas Perrault. Et du coup, j'ai la chance d'avoir un temps plein en ce moment pour terminer mon étude clinique parce que j'ai la tête dedans et les pieds dedans et j'y suis jusqu'au cou. Et j'espère reprendre un peu la kiné, on va dire, de terrain un peu plus tard. Je te remercie pour cette présentation. Pour commencer, on pourrait définir le cycle menstruel. Donc, je ne sais pas si l'une de vous veut se lancer, mais voilà, comment on le définit, qu'est-ce que c'est, et puis qu'est-ce que ça implique chez les femmes? Non, de toute façon, on va se compléter, mais le cycle menstruel, c'est un balai d'hormones, donc qui est cyclique, compris entre 21 et 35 jours. Donc, quand on regarde ce balai d'hormones, il est souvent représenté comme 28 jours, mais la réalité chez les femmes est qu'il est entre 21 et 35 jours. Et régulier à peu près à 2 ou 3 jours près, en fonction des femmes. Voilà. Je ne sais pas si les collègues elles veulent compléter. C'est déjà un bon départ sur ce que c'est un cycle. Ok. Et dans un cycle menstruel, qu'est-ce qu'on peut avoir comme fluctuation hormonale? Pour compléter, je dirais que la face visible de l'iceberg, c'est les menstruations. Et c'est un petit peu par là que le grand public, quand on parle du cycle menstruel, il y a un vrai amalgame qui se fait entre les menstruations
et le cycle. Et je pense que pour nous trois, c'est l'expérience en permanence. Ah oui, quand j'ai mon cycle, il se passe ça, ça, ça. Et alors que la personne, en général, elle veut plutôt parler de ses menstruations. Donc effectivement, là, faut bien comprendre que les menstruations, donc la période où il y a des saignements, c'est juste une petite partie du cycle menstruel et qu'il y a des événements qui vont se succéder. Et c'est finalement la fin de l'histoire d'ailleurs du cycle menstruel. Et tout le cœur du cycle menstruel, c'est le sujet de l'ovulation. Est-ce qu'on va ovuler, pas ovuler? C'est vraiment un balai d'hormones qui cherche à donner lieu à une ovulation et qui va donner différents climats qui vont se succéder. Donc, on commence à compter à partir du jour 1 des menstruations. Donc, le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle. Et on sait que le cycle se termine au premier jour des règles suivantes. Donc déjà, une des caractéristiques du cycle menstruel, c'est qu'il est un peu imprédictible par nature, à part quand on a un cycle menstruel régulier, dit euménorrhoïque dans le jargon des chercheurs, mais qui veut dire que c'est un cycle régulier ovulatoire avec les bons niveaux d'hormones au bon moment. Et du coup, comme disait Anna sur son sujet de thèse, pourquoi c'est un peu un sujet d'actualité en 2026, c'est que la parole se libère et que ce balai d'hormones, il va généralement avec quelques symptômes qui sont un peu la plainte des sportives et des femmes en général. Je sais pas si vous voulez compléter, les filles. Oui. Oui, bah du coup, ça va aussi avec ta question, hein, mais du coup, le cycle débute par les menstruations. Et pour la petite anecdote, en général, quand je demande à mes patientes quelle est la durée du cycle, en général, elles me répondent entre 3 et 5 jours, parce qu'elles pensent du coup aux menstruations qui sont la période des règles. Donc en général, ça peut être symptomatique, hein, pas chez toutes les femmes, mais souvent sur les premiers jours des règles, surtout le premier jour, qui est du coup ce qu'on appelle le début de phase folliculaire. Ensuite, en avancée dans le cycle, c'est caractérisé par une montée en œstrogène qui s'appelle la fin de phase folliculaire et qui est suivie de l'ovulation. Et l'ovulation, c'est la moitié de notre cycle, plus ou moins, mais environ la moitié du cycle. Et une fois qu'on passe cette ovulation, on passe à la phase qu'on appelle lutéale, donc qui est la deuxième partie du cycle. Donc là, on n'est toujours pas tellement symptomatique pendant ces phases-là. Certaines femmes peuvent avoir quelques douleurs liées à l'ovulation, mais c'est pas toutes les femmes. Et puis plus on avance dans la phase d'ovulation, plus on va avoir une sécrétion en progestérone et en œstrogène, une deuxième sécrétion d'œstrogène et de progestérone. Et dans cette phase-là, ça peut être la période de ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Donc le syndrome prémenstruel, c'est là qu'il débute environ 10 jours avant le début des règles du cycle suivant et qui peut être entre 10 jours avant les règles jusqu'au premier jour des règles. Et ça, le syndrome prémenstruel, en termes de symptômes, il y a 3 grandes familles, mais il y a tous les symptômes physiques. Donc ça peut être des douleurs au ventre, des douleurs à la poitrine, etc. Il y a aussi des symptômes qui sont plutôt liés à la sphère émotionnelle. Donc on peut avoir à ce moment-là, on peut se sentir être un peu plus irritable, avoir une humeur un peu plus instable. Voilà. Et puis après, c'est un peu plutôt la sphère cognitive, donc plutôt la motivation à faire des choses, etc. Et puis c'est un peu ces 3 grandes familles qui caractérisent le syndrome prémenstruel. D'accord. Et donc, du coup, dans cette phase de syndrome prémenstruel, par exemple, ce que tu parles au niveau, on va dire plutôt cognitif, c'est plutôt une baisse de motivation ou à l'inverse, plus de motivation dans cette phase-là? Je voudrais juste compléter une chose, c'est pas une phase de syndrome prémenstruel parce que ça, c'est un problème. C'est pas la physiologie. La physiologie, c'est qu'Anna disait, c'est la phase prémenstruelle qui assez souvent présente un certain nombre de symptômes et qui constituent ces syndromes prémenstruels. Et ça, c'est important parce qu'on pense parce que si on commence à nommer la phase comme un syndrome prémenstruel, on accepte cela comme partie d'un cycle normal alors que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est pour ça juste cette distinction, je pense qu'elle est importante. Et comme Manon, elle a bien dit, les femmes se concentrent ont déjà cette concentration sur ces côtés négatifs du cycle, sur les symptômes, et elles se rappellent d'avoir un cycle quand ils ont leurs règles, mais l'événement principal, c'est comme Anna a bien décrit, c'est l'ovulation. Et c'est l'ovulation qui permet d'avoir toute cette description des fluctuations hormonales, c'est-à-dire cette montée des estrogènes avant l'ovulation. S'il n'a pas cette montée d'estrogènes, n'aura pas l'ovulation. Au même temps, s'il n'y a pas l'ovulation, on n'aura pas la montée de la progestérone. Et donc, il y a vraiment l'événement principal et qui caractérise les cycles menstruels, c'est l'ovulation. Mais normalement, c'est surtout les saignements qui nous rappellent qu'il y a un cycle derrière.
Si on en revient du coup sur ce syndrome, c'est plutôt du coup des choses qui vont être négatives par rapport au ressenti de la femme, qui vont caractériser que c'est un syndrome. C'est ça. En fait, le diagnostic, il est vraiment clinique, dans le sens où il faut que les symptômes ils soient cycliques. Ça veut dire que si une fois on a mal au ventre, puis qu'après on n'a plus mal sur les autres cycles, on estime que c'est pas lié au cycle menstruel. Il faut vraiment que ça ait lieu à chaque cycle et toujours un peu avant le cycle. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Juliana qui disait qu'attention, c'est quand même c'est un syndrome et que du coup c'est pas toutes les femmes. Et puis c'est quand même quelque chose qui a tendance à être normalisé. Il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes de syndrome prémenstruel, mais c'est un syndrome, mais c'est pas juste part du cycle menstruel comme chez toutes les femmes. Ok, donc c'est bien à considérer que c'est pas quelque chose de normal et qu'il y a peut-être des choses pour limiter ce syndrome. On hoche la tête en silence, mais on est d'accord. Alors moi, par exemple, qui ne vis pas ça, je saurais pas du tout, par exemple, qu'est-ce qui peut être conseillé pour limiter ces symptômes. Que ce soit, j'imagine, c'est beaucoup du ressenti, mais qu'est-ce qu'on peut faire si on vit ce genre de syndrome, de choses négatives? Qu'est-ce qu'on peut faire pour tempérer ou améliorer la situation? Alors, si on se base sur la littérature scientifique, hein, un peu le gold standard, la réponse, c'est l'activité physique. Cependant, ça concerne plutôt la population générale. Et ça soulève une grande question qui a été très peu étudiée jusque-là, parce que la recherche, en tout cas sur le cycle menstruel chez les sportives, a été très orientée sur les hormones, jusque-là, un peu sur les symptômes. Et quand on regarde la littérature pour traiter les symptômes, elle s'adresse très peu à la littérature sur les sportives. C'est surtout la population générale, donc des femmes très sédentaires, à qui on prescrit de l'activité physique, et puis du coup qui va améliorer leurs symptômes. Par contre, le fait de prescrire de l'activité physique chez des personnes qui sont déjà athlétiques ou sportives, jusque-là, il y a très peu de littérature. Je peux même raconter une anecdote par rapport à ça. Donc, moi, avant, j'étais sportive de niveau. Et justement, je souffrais avec beaucoup de symptômes. Une fois, je vais chez la gynéco qui me recommande de faire de l'activité physique. Donc, j'ai vécu exactement ça. Et je peux faire parler à mon nom qui est celle des athlètes, mais qui m'ont déjà remonté cette anecdote de dire, il faut faire l'activité physique. Mais on en fait, et pas mal, et beaucoup. Donc oui, cette recommandation d'activité physique, elle est gold standard, mais elle porte surtout sur la population générale. Et on a le même problème pour les dysménorrhées, en fait. Et en fait, je trouve que c'est trop bien vos interventions, parce que je trouve que sur les dysménorrhées, on a exactement le même problème. Sur les douleurs de règles, en gold standard, on va avoir en recommandation l'activité physique, mais en fait, ou même pour l'endométriose, on va avoir le même sujet. L'endométriose, qui est une des pathologies qui peuvent être liées au cycle menstruel. Et d'ailleurs, toute dysménorrhée doit faire rechercher lorsqu'elle est vraiment invalidante. Donc, dysménorrhée, ce sont les douleurs pendant les menstruations, des douleurs qui ne permettent pas de faire du sport, qui impactent la vie sociale, la vie au travail, doivent faire l'objet d'une recherche médicale. Ça, c'est sans équivoque. Il ne faut pas serrer les dents, il ne faut pas donner la pilule, il ne faut pas juste camoufler et prendre sur soi. Ça doit vraiment être un parcours médical pour trouver la cause de ces douleurs invalidantes. Et que ce soit dans l'endométriose ou dans le traitement des dysménorrhées, on voit toujours l'activité physique en première recommandation. Mais le problème, c'est qu'effectivement, si ça n'était que l'objet de bouger, les sportifs n'auraient pas mal pendant leurs règles et c'est pas du tout le retour qu'on a au niveau du terrain. Donc que ce soit sur le SPM, donc syndrome prémenstruel, ou que ce soit sur les dysménorrhées, donc les symptômes qui pourraient apparaître pendant la phase de saignement, donc la phase folliculaire précoce, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on peine, je trouve, à établir des recommandations scientifiques qui sont en lien avec le terrain, en fait. Et c'est un peu frustrant, je trouve, quand on est du côté de la science, d'entendre des demandes qui viennent du terrain et quand on regarde la littérature, de se dire « Ok, elle n'est pas du tout adaptée actuellement aux besoins des sportifs ». Je voulais rebondir un peu sur les symptômes que vous évoquiez. Ce qui revient très régulièrement, c'est notamment les douleurs, c'est ça? Ou il y a aussi d'autres choses qui sont, on va dire, majoritaires dans le discours des femmes qui vous le rapportent? Si on peut caractériser, et pour amener un peu des données chez les sportives, et là, des sportifs de très haut niveau, on peut caractériser un certain nombre de symptômes qui vont apparaître plus fréquemment pendant la phase de menstruation, sont les crampes, les maux au ventre, ou parfois en bas du dos. Il y a aussi une fatigue augmentée. Les troubles digestifs, ça peut être les ballonnements, des nausées, les diarrhées.
C'est les top 3 globalement qui apparaissent pour un sportif de haut niveau. Et puis, ça diminue au cours du cycle, atteint les niveaux les plus bas. Enfin, on a plus rarement des déclarations des symptômes du cycle et ça augmente légèrement en fin de cycle. C'est comme on a avec qui sont des symptômes qui peuvent aller dès les gonflements et douleurs des sangs, la rétention d'eau, prise de poids ponctuelle et changements importants du et quelques fringales. Donc, globalement, si on caractérise, c'est qu'on observe assez fréquemment chez les sportifs, c'est cette typologie des symptômes. Et qui peut rassembler un peu, mais la fréquence elle est diminuée parmi les sportifs qui prennent la contraception hormonale. Je ne sais pas si on abordera ça ici, si vous voulez, ou en tout cas dans un autre épisode, je vais aussi me concentrer sur la contraception. Mais du coup, sur les contraceptions hormonales, en fait, il y a une partie du cycle menstruel qui va disparaître, si je schématise. C'est tout le cycle qui disparaît. Ce n'est pas une partie. Il y a, ça dépend aussi du type de contraception hormonale. Il y en a un peu divisé en deux groupes, mais il y a les types de contraception qui marquent une pause dans cette prise d'hormones synthétiques. C'est les cas des pilules qui font environ 21 jours de prise d'hormones, 7 jours de pause. Ça peut être les patchs, les anneaux vaginaux. C'est une contraception qui va créer 21 jours, 7 jours. Ou alors en contraception continue. Telle qui est en continu, on va pas parler de cyclicité et on ne peut même pas, en tout cas jusqu'à là, on n'a pas constaté des états hormonaux significativement différents parmi les 4 semaines de prise de contraception hormonale en continu. Par contre, parmi celles qui marquent une pause, on ne parle plus d'un cycle menstruel ou d'une cyclicité. On n'a plus l'ovulation. Donc, on n'a plus les mêmes fluctuations hormonales. Parce que cela est contrôlé. C'est le but, d'ailleurs. On ne veut pas d'ovulation parce qu'on prend une contraception. Mais le but, c'est surtout de réduire alors ces niveaux d'hormones qu'on parlait tout à l'heure. On va diminuer. Mais on conserve quand même un peu de production endogène de ces hormones. Et donc, on peut identifier, on va pas parler de cycle, mais on peut identifier 2 états hormonaux différents. Donc, en phase de pause et en phase de contraception. Et j'ajouterais qu'en fait, il y a différents types de pilules. Tu as des pilules qui vont être classées comme... des types de contraception qui vont être considérés comme hormonaux et d'autres qui vont être considérés comme mécaniques. Donc, par exemple, le stérilet au cuivre, c'est une contraception qui est mécanique. Le but de la contraception, c'est d'un moyen de réguler les naissances. Et du coup, en fait, la stratégie employée par la contraception du coup, va définir un peu le type de contraception. Donc, dans les contraceptions mécaniques, la plus célèbre, ça reste le préservatif, par exemple. Et du coup, qui, lui, va pas forcément avoir un impact sur les hormones. Et du coup, le stérilet au cuivre, sa particularité aussi, c'est qu'il va ne pas modifier, si je puis dire, le comportement hormonal qui est par-dessus, entre guillemets, la contraception. Ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, du stérilet aux hormones, qui, lui, va sécréter des hormones qui vont être impropres à l'anidation de l'embryon, ou l'implant qu'on a dans le bras, qui, lui, va plutôt sécréter de la progestérone en continu, et différents types de pilules qui vont être combinées avec soit des œstrogènes et de la progestérone, soit avec tout le temps le même dosage, soit avec une semaine, soit avec que de la progestérone, soit avec triphasique, on appelle ça, donc avec une espèce de marche d'escalier et différents dosages. Donc, en fait, c'est aussi difficile de statuer sur la prise des contraceptifs oraux et de faire des généralités sur ce sujet, parce que c'est très dépendant du type et qu'en plus, toutes les femmes ne supportent pas du tout de la même manière un même type de contraception. Donc actuellement, moi, c'est pas du tout le champ de recherche que j'ai. On a un groupe contraception dont je connais un petit peu la littérature du groupe contraception qu'on a dans ma thèse. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un peu frustrant presque aussi de pas répondre aux besoins du terrain parce qu'il y a beaucoup de types de contraception qui sont présents sur le marché et qui sont pas tous étudiés. Voilà, pour compléter un petit peu tout ça. C'est vrai que quand on prend une pilule, on ne sait pas exactement finalement quel est le mélange chimique à l'intérieur. C'est bien le problème. Oui, puis je pense la nuance qui est importante, c'est ce qui a été dit, mais je pense que c'est bien de remettre, c'est qu'il faut bien faire la différence entre les hormones du coup endogènes et exogènes.
C'est-à-dire que du moment qu'on prend une pilule qui est hormonale, donc contraceptive, avec des oestrogènes, la progestérone, il faut quand même savoir que ça va réduire notre taux d'hormones endogènes, voire être mis au repos selon le type de pilule. Et puis que ça va être suppléé par les hormones exogènes. Donc, par exemple, le plus classique, ce serait la pilule contraceptive orale. Et en fait, ce taux-là est vraiment très, très différent. Et c'est aussi pour ça que quand on parle de déficience énergétique, on veut mettre, par exemple, les femmes sous pilule en disant elles récupèrent leurs règles, mais ça ne veut pas dire que ça restaure leur niveau d'hormones endogènes. Au contraire, elles continuent à être mises au repos, mais ces règles, elles sont sécrétées du coup par ces hormones exogènes. Ça, c'est vraiment la nuance qui est importante. On ne parle pas de règles, du coup, mais de saignements de privation. C'est encore des délires de scientifiques où on est à cheval sur les mots, mais c'est vrai que du coup, des fois aussi, ce problème de sémantique, je trouve, n'aide pas les femmes à comprendre leur cycle. Et pour revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit avant, on parle de phases, on a parlé de symptômes, on a parlé de pas mal de choses, mais déjà, pour chaque femme, le défi, c'est d'apprendre à se connaître. C'est quoi mon cycle? Est-ce que je me repère dans mon cycle? Ou est-ce que les règles, elles arrivent et paf, je me fais surprendre à chaque fois? Et en fait, aussi, des fois, sur le sujet de l'entraînement selon le cycle menstruel, il y a des personnes qui ont des questions très précises sur qu'est-ce que je dois faire pendant mon cycle, justement, est-ce que je dois adapter mon entraînement? Et en fait, quand on creuse l'anamnèse, on se rend compte que ces personnes-là ne sont déjà même pas informées qu'il y a différentes phases, différents climats, qu'il y a des indices pour repérer une ovulation. Et du coup, elles voudraient avoir un niveau de Jedi, alors qu'en fait, on n'est même pas dans le débutant de « je comprends mon cycle ». Et du coup, je trouve qu'on se trompe un petit peu de sujet. Et même si je trouve ça génial qu'on fasse un épisode là-dessus, en fait, déjà, ça fait 20 minutes qu'on parle et on n'a même pas abordé la question d'entraînement parce qu'on a déjà spammé les symptômes, qu'on a déjà parlé des phases, qu'on a déjà parlé de la contraception et que à la fin, les auditeurs, OK, ils voudront quoi? OK, mais du coup, quand je suis dans telle phase, je fais quoi? Ouais, mais déjà, est-ce que la femme qui est concernée, elle sait à quoi ressemble son cycle? Est-ce qu'elle connaît ses symptômes? Est-ce qu'elle a repéré un pattern qui se répète pour qu'ensuite on puisse l'aider médicalement si c'est nécessaire, mais surtout qu'elle apprenne à se connaître? Et du coup, j'en profite pour vous demander, est-ce qu'il y a des outils qui peuvent être utilisés justement pour apprendre à connaître son cycle, à le comprendre, qu'on peut utiliser? Déjà, les applis, elles ont son utilité et elles sont assez pratiques parce que c'est à portée de tout le monde avec les téléphones. Elles vont pas donner des indications précises sur l'ovulation. Il n'y a pas moyen de les faire juste par rapport à l'indication du début et de la fin du cycle, des règles. Mais c'est déjà un bon outil pour suivre l'historique de la longueur de ces cycles, pour savoir s'il est compris entre 21 et 35 jours, quelle est la variabilité, et aussi tenter d'identifier cette cyclicité dont on parle, ces patterns qu'il a mentionné. Ah non, est-ce que je me sens globalement de façon similaire dans cette phase? Comment je me sens en termes d'énergie, de motivation, d'appétit à l'entraînement? Est-ce que je récupère mieux? Est-ce que je me sens plus énergique ou pas? Ça, c'est déjà un point que je trouve que c'est intéressant. Mais la limite que je considère dans cette méthode, c'est que beaucoup d'applis, elles vont donner beaucoup d'indications assez précises sur comment la majorité des femmes ressentent dans telle phase. Et parfois, ça peut induire les personnes à tenter de rentrer dans un ordre. Mais comme a dit Manon, le plus important, c'est de prendre ce temps de mieux se connaître. Donc, c'est intéressant de passer du temps à réfléchir sur ce qui se passe dans ces phases. Dans ce sens, si je peux me permettre, je suis marraine d'une initiative qui s'appelle Cyclomy, qui c'est un kit pédagogique version papier où les femmes peuvent suivre leur cycle, leurs entraînements et d'autres paramètres de bien-être et apprendre à identifier chaque phase, identifier l'ovulation et identifier ses patterns et les symptômes et apprendre à en gérer et tout ça. Comme cette initiative, je pense qu'il y en a d'autres, mais indépendamment des outils disponibles, le plus important, c'est de prendre du temps, de se connaître avant de commencer à la méthode Jedi, avant de commencer à suivre des conseils ultra poussés si on maîtrise pas la base et surtout ce qui fonctionne pour nous-mêmes. Et est-ce que je peux vous demander du coup, qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui sont du coup sous contraception hormonale
ou qui n'ont pas leurs règles? Est-ce qu'il y a des choses différentes à regarder? Alors, je pense que Anna et moi, on a le nez dedans toute la journée avec la recherche d'ovulation. Donc, je vais... en fait, dans nos thèses respectives avec Anna, on doit tester les filles pendant leur phase d'ovulation, ce qui implique d'informer et d'aider les femmes à trouver leur ovulation. Ce qui, sur le papier, a l'air très simple avec des kits de LH, qu'on appellera des kits ovulatoires, donc qui sont vendus comme ça dans le grand public en pharmacie. Mais dans la réalité des faits, c'est un petit peu plus complexe parce que selon le constructeur, on va avoir une fenêtre de testing et on se rend compte que les tests positifs, finalement, pas vraiment aux dates qui sont annoncées. Et ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, la difficulté pour une personne déjà qui va être sous contraception, c'est qu'en fait, en fonction du type de contraception, il va pas se passer les mêmes choses. Typiquement, quelqu'un qui aura un implant progestatif, en fait, il faut imaginer que la progestérone va être sécrétée en continu via un petit bâtonnet qui est dans le bras. Et du coup, en fait, cette progestérone va mimer un état gestationnel en continu. Donc, en fait, le corps ne voit pas l'intérêt de déclencher une ovulation parce que lui, il détecte qu'on est après l'ovulation. Et donc, tant que le dispositif va sécréter cette hormone, par exemple, on va être dans cet état hormonal-là. Donc, en fait, chaque type de contraception, comme je disais avant, ça va être compliqué d'individualiser, mais finalement, contraception égale contraception. C'est-à-dire que tu auras une phase de privation, si jamais il y a une pause, et que tu es dans une configuration de prise de pilule contraceptive qui implique une pause. Et si tu prends une contraception en continu, tu prends une contraception en continu. Et tu n'auras pas forcément des repères ou même des indices sur comment ton cycle va ou comment tes hormones vont. Et du coup, on va faire le lien avec le RED, donc justement le syndrome de déficience énergétique relative dans le sport. On va encore dire que je ramène tout à ça, mais bon, désolée, c'est un peu le cas chez les sportives. Malheureusement, les femmes peuvent être sujettes à des troubles du cycle qui peuvent être l'aménorrhée, l'absence de règles, et donc un cycle menstruel qui est interrompu, voire des troubles dits subcliniques avec une absence d'ovulation, voire une ovulation retardée, et je dirais presque laborieuse, qui ne permet pas d'avoir les bons niveaux d'hormones au bon moment. Donc notamment avec une progestérone qui est dite basse, et on appelle ça une déficience de phase lutéale. Donc tout ça pour dire que en fait, comment on apprend à se repérer dans son cycle, c'est ce qu'on vous disait déjà. Ok, on fait connaissance avec son cycle, tu as des saignements réguliers, déjà c'est une bonne chose. Et ensuite, la question, je crois, c'était pour savoir justement si les femmes n'ont pas leurs règles. Tu vois, par exemple, quand tu dois faire une prise de sang, on te dit, il faudrait que tu fasses ta prise de sang en phase. T'es dans quelle phase? Quelle est la date de tes dernières menstruations? Par exemple, pour objectiver ton niveau d'hormones quand tu es une femme, on va te demander ça justement dans le laboratoire d'analyse. Mais si ça fait 90 jours que tu n'as pas eu tes règles, on ne sait pas où tu en es en fait. Ton corps, il va laborieusement essayer de relancer des choses un peu comme ça, random, jusqu'à ce qu'il y arrive ou pas en fonction du taux d'hormones circulantes. Donc, clairement, une aménorrhée, c'est un diagnostic clinique qui doit être fait par des médecins. Et si cette aménorrhée, elle est provoquée par une prise contraceptive, donc on pourrait appeler ça une aménorrhée chimique, c'est vraiment un cas à part et on ne peut pas comparer, on va dire, les outils d'observation que Juliana décrivait. Ils peuvent difficilement s'appliquer à des contraceptions comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer et qu'on ne doit pas porter attention à ce qui se passe. C'est juste que peut-être le degré d'attention, il sera peut-être pas lié aux hormones, mais peut-être à la nuit de sommeil, à est-ce que j'ai mangé hier, est-ce que j'ai fait une grosse séance, etc. Donc le niveau, je trouve, de précision va peut-être être un petit peu décentré de l'environnement hormonal dans ces situations. Je vous laisse compléter, les filles. Oui, c'est ça. En fait, pour revenir à ta question de base, finalement, pour les femmes qui sont sous contraception, l'intérêt de suivre le cycle, il est, alors en tout cas en termes de ces saignements de privation, il est un peu moindre dans le sens où de toute manière, ça va être cyclique par la prise hormonale. Après, on pourrait totalement imaginer pour ces femmes que, par exemple, de suivre la cyclicité des symptômes, elle peut quand même être intéressante, parce qu'il n'y a pas toujours toutes les femmes qui ont conscience des effets indésirables de la pilule, par exemple, et qui peut leur permettre aussi d'anticiper et savoir à ce niveau-là. Et puis après, pour toutes celles qui prennent pas la pilule, donc effectivement, suivre l'espacement, en fait, du coup, la durée des cycles sur une app, c'est intéressant, mais ça dit pas tout. Et moi, des fois, je me méfie un peu des apps parce que j'ai des patientes qui m'ont dit ah mais oui, l'app, elle me prédit ma date d'ovulation. Et puis au fait, au final, quand on investigue, on se rend compte que elles ont un trouble du cycle, qu'elles ont pas d'ovulation. Enfin voilà, donc faut faire juste un peu attention à ce que l'app nous dit parce que des fois, elle est un petit peu trop idéaliste par rapport à la réalité. Donc souvent, ces patientes-là, je leur dis voilà, si vous traquez votre cycle, déjà il faut qu'elle soit d'accord de le faire. Faut pas que ce soit une charge mentale. La deuxième, il faut qu'elle sache pourquoi elles le font.
Donc, je dirais la première chose, c'est d'être sûr qu'elles ont un cycle menstruel qui fonctionne bien avant de parler de cette phase Jedi, comme on l'a dit avant. Et puis du coup, le deuxième critère qui peut pas être suivi sur une app, mais c'est de vérifier qu'elles ont des signes en faveur d'une ovulation. Donc, si elles ont un peu de budget, ça peut être des kits ovulatoires comme on utilise, mais on voit que c'est pas toujours si facile à utiliser. Ça peut être aussi des changements dans leur glaire cervicale qui vont donner des indices en faveur d'une ovulation. Et après, moi, souvent, le troisième critère où je leur dis, suivez vos symptômes. Parce que parfois, certaines n'ont pas conscience des symptômes qu'elles ont. Et puis, je leur dis, vous suivez l'intensité, la cyclicité. Et puis surtout, il faut qu'ils aient aucun impact ni sur votre activité de la vie quotidienne, ni sur votre activité sportive. Donc, en général, ça me permet d'en détecter tout plein. Mais certaines qui vont aller louper l'entraînement ou qui finalement font la moitié d'un entraînement, elles vont me dire non, je suis pas symptomatique. Puis en fait, quand on les suit, on se rend compte que quand même, il y a toujours 1 ou 2 jours un peu difficiles. Et c'est à ce moment-là où on essaie de délier un peu les langues et de dénormaliser ces symptômes. Voilà, donc c'est un peu les 3 grands critères quand j'essaye d'éduquer mes patientes ou mes athlètes au cycle. Et du coup, les symptômes qu'on peut ressentir au niveau de l'ovulation, ça peut être quoi ? Moi, je te donne la meilleure métaphore qu'on m'ait filée, c'est mon ovaire fait un triple grand 8 et je sens qu'elle se tord et qu'elle se tournicote. Je crois que c'est la description la plus précise qu'on m'ait faite à ce niveau-là. Non, pour certaines, il y a des douleurs dans le bas-ventre. Certaines personnes peuvent se plaindre d'une augmentation un peu du volume mammaire. Je sais pas si vous en avez d'autres en tête, les filles. Je dirais que ça, c'est peut-être les 2 plus célèbres. Un petit peu une gêne à ce niveau-là. Pendant l'ovulation, il y a aussi la possibilité d'avoir un tout petit ressenti de l'ovulation elle-même, du moment que ça reste une petite douleur, et qui d'ailleurs porte le nom de chercheurs qui l'ont identifié, mais je vais pas prendre le risque de mentionner. C'est un chercheur allemand, je sais pas prononcer correctement, mais cette petite douleur des côtés, elle est normale. Et c'est du moment qu'elle commence à être, de se tordre, d'être trop élevée, là, on va parler des douleurs qui sont anormales. Mais si on connaît bien son cycle, on arrive à suivre la glaire et les changements de texture de ces pertes blanches, on peut bien associer cette petite douleur qu'il va avoir du côté où on ovule. Donc, on peut même savoir de quel côté on est en train d'ovuler. Mais ça reste, on va pas parler dans ces cas d'un symptôme, mais plutôt d'une petite sensation un picotement, une douleur. Du moment qu'il y a trop de douleur, ça, par exemple, ça peut être associé à d'autres troubles d'ordre gynécologique comme le CAD 1. Et je te remercie pour ces précisions. Maintenant, on peut peut-être attaquer un peu la partie sur l'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la littérature ? Peut-être, on peut peut-être commencer par la littérature un peu plus ancienne, sur quoi on était un peu basé, et après, comment elle évolue aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur l'adaptation nécessaire ou pas de l'entraînement par rapport au cycle. Enfin, là, je vous laisse peut-être rentrer un peu plus dans votre noyau dur. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport au cycle ? On va dire historiquement, donc on l'a vu quand on a introduit le cycle menstruel, c'est un balai d'hormones avec des moments du cycle où il y a par exemple un pic en oestrogène, un pic en progestérone. Donc c'est vraiment ces 2 hormones principales sur lesquelles on fait des assumptions, donc du moins des hypothèses sur la performance, donc qui sont les oestrogènes et la progestérone. Pourquoi est-ce qu'on a ces hypothèses ? Donc on voit qu'on a ces pics hormonaux, et puis on avait cette hypothèse de dire mais est-ce que quand on a ce pic hormonal, cette hormone peut avoir une influence sur la performance ou sur différents systèmes ? Parce que au début, ces hormones ont été étudiées en termes surtout sur la recherche fondamentale. Donc on parle sur de la recherche sur des animaux, directement sur la cellule, chez qui on a injecté directement des oestrogènes ou retiré par exemple chez les rats les ovaires, et on a vu qu'il y avait un impact sur le système neuromusculaire, le système ligamentaire, cardiovasculaire, etc. C'est parti aussi de l'hypothèse de dire, par exemple, on voit que chez les femmes ménopausées, elles peuvent perdre en masse musculaire avec l'âge, donc de l'hypothèse de dire, est-ce que quand elles ont moins d'œstrogènes, du coup, elles perdent en masse musculaire ? C'est un peu toutes ces hypothèses-là. On se dit, peut-être que les phases du cycle influencent la performance. Donc ça, c'est un peu l'historique de base. Maintenant, si vous tapez cycle menstruel sur PubMed,
Donc c'est un sujet qui est hyper à la mode maintenant, mais c'est quand même un sujet qui a été déjà passablement étudié depuis longtemps, des dizaines d'années. Donc j'ai quand même assez envie de dire, maintenant on commence à avoir passablement de littérature. Seulement, on a un gros problème de qualité dans les études. Donc peut-être la réponse va pas vous plaire parce qu'on n'aura peut-être pas une réponse très franche, mais simplement que entre retirer des ovaires à un rat et estimer l'impact du taux d'œstrogène à une certaine phase du cycle, il y a un monde. Et puis quand on transfère ça à l'humain, il y a son environnement. Est-ce que la personne, elle fume? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Etc. Est-ce qu'elle a un cycle menstruel qui est régulier? Et du coup, quand on regarde ces études, on voit qu'il y a un problème de qualité. Et moi, c'est une citation que j'aime bien donner en général en congrès, où on sait qu'un cycle menstruel régulier, c'est un signe de bonne santé. Mais même un cycle menstruel qui est en bonne santé est assez irrégulier en réalité. Donc, pour donner un ordre d'idée, quand moi, par exemple, je suis mes participantes sur mon projet d'études, on dit c'est bien joli, elles ovulent à la moitié de leur cycle. OK. À un cycle de 28 jours, elles ovulent à J14. En fait, la réalité, c'est qu'en fait, elles ovulent entre J12 et J22. Et ça va changer d'un cycle à l'autre, d'une participante à l'autre. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est qu'en fait, quand on regarde la littérature qui a été faite du coup sur les femmes, ils ont monitoré le cycle et estimé des phases basées sur un calendrier. Et du coup, en fait, la source d'erreur, elle est énorme parce qu'ils ont par exemple tous estimé que les femmes ovulent à J14. Et du coup, peut-être que ces femmes, en réalité, elles n'étaient pas à la bonne phase du cycle au moment où on a fait les mesures. Alors maintenant, c'est chouette. Il y a eu des jolis consensus qui sont sortis, notamment Juliana, il me semble, tu étais dans le dernier consensus de l'UEFA, où ils ont édité des guidelines sur qu'est-ce que c'est de faire une étude de bonne qualité. Donc ça arrive gentiment. Mais du coup, on a beaucoup de recherches dessus, mais peu de littérature qui est de très bonne qualité pour conclure. C'est d'ailleurs la conclusion de ce qu'on a mis en avant par rapport à ces consensus, c'est qu'on a dit on n'a pas encore assez d'évidence scientifique pour dire oui, voici les bénéfices d'une adaptation de l'entraînement en fonction du cycle, ni de refuser cela. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non, parce qu'il manque encore beaucoup d'études là-dessus. Et si je complète l'historique, on est parti des modèles animaux, c'est normal, la recherche commence en général par là. Puis on est parti sur des analyses en laboratoire. D'ailleurs, ces consensus de l'UEFA qu'on cite, il stipule les normes, ce qu'on va appeler les gold standards de recherche et en pratique pour les suivis du cycle menstruel, mais d'un point de vue surtout pour la recherche qui se passe en laboratoire, d'où la nécessité de bien identifier chaque phase du cycle avant de faire les tests pour essayer de voir s'il y a des différences. Et c'est là où pourrait finalement nous amener plus de réponses, ce sont les recherches faites sur le terrain. Parce que celles-là, elles sont ce qu'on appelle les recherches écologiques et qui peuvent nous donner dans un certain contexte qu'est-ce qui pourrait amener l'adaptation de l'entraînement en fonction du cycle. Avec tous ces préambules, ce qu'on sait dans tous les cas, et on commence à comprendre dans la nature du cycle menstruel, c'est que c'est inscrit dans la physiologie féminine pendant la période reproductive. Et ça revient d'une certaine façon à comparer le cycle menstruel au cycle circadien. Hommes et femmes, nous sommes soumis aux impératifs ou les déterminants de l'influence du jour et de la nuit. Du soleil et de la nuit va jouer un rôle sur nos hormones, sur notre énergie, notre capacité cognitive et de performance. Donc, quand on comprend ces rythmes, on comprend que dans la physiologie humaine, on crée des fenêtres optimales pour des entraînements et pour des adaptations. Si on commence à mettre tout le monde à s'entraîner la nuit, on peut espérer moins d'adaptation que si on met tout le monde à s'entraîner la journée. Du moment qu'on a identifié que le cycle menstruel, il ouvre cette fenêtre avec une cyclicité, on peut avoir une hypothèse raisonnable de s'entraîner dans cette fenêtre physiologique qui est par nature individuelle.
parce que ça dépend de chaque femme, parce qu'il y a une grande variabilité d'une femme à l'autre. On peut supposer, oui, une plus grande adaptation à la charge d'entraînement. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, en tout cas, nos recherches à l'INSEP suggèrent des bénéfices et nous avons déjà testé ces méthodes avec les sportifs de niveau. Mais nous attendons des volumes et des puissances statistiques plus grandes, plus larges pour qu'on puisse espérer suggérer ces méthodes pour les sportifs de haut niveau. Néanmoins, ça c'est un point aussi important, c'est que aujourd'hui on comprend qu'il y a cette cyclicité, elle a aussi un impact sur le bien-être, sur la motivation. C'est pas que sur des paramètres neuromusculaires, des paramètres de réponse à la charge d'entraînement. Et donc c'est qui peut jouer aussi un rôle sur l'adaptation de l'entraînement. Donc aujourd'hui, notre hypothèse, ça reste une hypothèse scientifique, c'est que oui, on a tout intérêt à adapter l'entraînement en fonction de cette fenêtre optimale. Mais cela reste à démontrer on a déjà fait des expérimentations avec des sportifs de très haut niveau, mais pour qu'on puisse généraliser pour toute femme, il nous faut encore beaucoup plus d'études répondant à toutes ces qualités et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas présents. Ouais, alors moi, je compléterais volontiers. Je pense qu'il faut quand même... Enfin, moi, je reste un peu critique sur l'entraînement en fonction du cycle, dans le sens où il y a cette fenêtre. Hein, donc, je pense que Julien, tu pensais à cette fin de phase folliculaire, j'imagine. Et cette fenêtre, elle est individuelle. On a identifié pour la majorité des femmes, oui, pour la majorité des sportifs de niveau, ça reste G3, J à peu près 14, 15, en fonction de la longueur de leur cycle. Mais ça dépend. Pour certaines sportives, on a identifié le décalage plus à droite, plus à gauche. C'est très variable. Et aujourd'hui, cette adaptation, on fait sur le plan individuel. Là où moi, je mets toujours un peu des réserves avec, en tout cas, mes patientes, hein, qui pour la majorité sont des athlètes amatrices et certaines d'élite. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'on surcomplexifie leur entraînement. Et quand on sait que le gold standard, par exemple, ça dépend aussi de quel entraînement on parle, hein, mais si par exemple on parle de renforcement musculaire, on sait que le gold standard, c'est la consistance. Et c'est le fait d'être régulier et d'avoir un certain volume qui va amener des meilleurs résultats. Alors, je pense que c'est toujours une question de comment est-ce que c'est fait. Et pas que ce soit mal interprété, mais par exemple, pas que des participantes ou des patientes, elles pensent qu'il y a des moments où elles doivent éviter, par exemple, le renforcement musculaire et en faire plus dans la fenêtre optimale. Et au final, on perd cette consistance qui est finalement le gold standard. Ça c'est très, très bien dit et ça rejoint l'idée d'aller, on n'a pas la base, on va vers les Jedi, qui parlait Manon tout à l'heure. Mais après, il faut juste faire, c'est intéressant ces débats. Je ferai attention à dire les gold standards, c'est c'est d'être régulier. C'est vrai, tous les consensus aujourd'hui, les dernières de la CSM, c'est ce qu'ils préconisent, mais on n'a pas étudié. On n'a pas assez d'évidence, on n'a pas assez d'études et de bonne qualité qui ont investigué quel serait l'intérêt d'être régulière chez les femmes versus en suivant leur physiologie. Donc, on rentre dans la même chose. On n'a pas d'évidence pour, mais on ne peut pas dire non plus que ça serait d'être régulier, que serait du mieux. D'ailleurs, dans le papier, ça reste un peu des papiers, mais qui ont montré une planification des prises des masses musculaires, elle est plus intéressante, alignée avec le cycle, en restant régulière. Par contre, je suis complètement d'accord avec toi. Si on n'est pas, mais on peut pas dire, OK, je m'entraîne dans cette phase et j'arrête. Je fais plus rien dans l'autre phase. Et si ça complexifie à tel point que ça me fait m'entraîner moins, donc il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si on peut placer des bonnes séances sans trop en faire, hein, ça ne veut pas dire changer tous les plannings d'entraînement, mais placer quelques séances de façon stratégique, là où on a déjà identifié qu'on arrive à mieux s'adapter à cet entraînement. Qui dit adaptation, dit progression, dit performance. Moi, je
Si je devrais parier, en tout cas, ça serait dans cette solution. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est dans le gold standard, en tout cas, j'ai envie de dire chez les hommes au général, c'est qu'on recommande de s'entraîner selon son RPE. Donc, en fait, son ressenti du jour. Par exemple, on donne une charge à une barre, un back squat, on dit, aujourd'hui, tu dois soulever 70% de ton ARM 8 fois. On va dire un RPE qui est à 8. Et du coup, des fois, le poids, il peut changer en fonction de son état de forme. Et finalement, ça, c'est vrai que j'ai l'impression que quand on parle de cette fenêtre optimale, on se rapproche aussi un peu de ça. Et qu'on a peut-être tendance à oublier, mais qu'en fait, finalement, c'est déjà, on va dire, un bon préparateur physique. Chez les hommes, il le fait déjà. Donc, finalement, c'est aussi une fenêtre à prendre chez la femme. Et par exemple, l'étude que je fais en ce moment, donc on suit les femmes sur leur cycle, on monitore leurs symptômes, mais on monitore aussi leur état de forme. Et c'est assez intéressant de voir que y a des périodes où elles sont pas du tout symptomatiques au niveau de leur cycle. Par contre, si on prend leur état de forme, il est pourri parce qu'elles ont eu une mauvaise nuit, qu'elles ont eu énormément de stress, etc. Et puis qu'il semblerait que ça aussi, ça a un impact sur la performance qui est peut-être... alors, on n'a pas fini l'étude, mais si ça se trouve, qui est peut-être tout aussi grand ou voire plus grand que les effets du symptôme sur le cycle, quoi. Enfin, sur la performance. Je te laisse enchaîner, Marion. Je sais pas si Manon, pardon. Tu couperas ça. Juste pour avancer ton hypothèse du sommeil, on a vu en suivant les athlètes dans leur dernière préparation pour les Jeux d'hiver, c'était une équipe de hockey sur glace et comme plusieurs n'habitaient pas en France, elles venaient à chaque fois pour les stages, elles venaient des États-Unis, du Canada, etc. C'est dans cet sport-là, l'un des paramètres qui ont sorti les plus forts, c'était le sommeil, le décalage horaire. Parce qu'elles faisaient tellement, ça sentait avait un impact. Ça dépend de l'athlète, mais pour certains athlètes, l'impact est plus important, la privation des sommeils qui est du cycle. Bon, trop intéressant. Enfin, moi, je trouve ça génial de pouvoir débattre avec vous. Juliana, j'imagine que c'est l'étude avec les chaînes de Markov que vous avez fait vis-à-vis. On en a, mais l'étude avec les chaînes de Markov, c'est celui-là, juste pour les contextes, c'est celui qui a mesuré la cyclicité dans la réponse à l'entraînement. Et on a trouvé une cyclicité dans cette réponse. On augmente la probabilité de bien s'adapter à l'entraînement dans certains moments du cycle. Oui, c'est cette étude-là. Je voulais juste pour les auditeurs et auditrices que vous puissiez revenir un petit peu soit sur l'étude, soit sur l'échelle pour qu'on soit sûr que tout le monde comprend le débat. Alors, pour remettre du contexte, du coup, c'est un article qui a été publié dans le projet FM Power, donc l'issue un peu les premiers fruits de ce que vous avez pu... l'INSEP, oui. Et donc, je te laisse peut-être présenter, c'est quand même ton... des contextes. Alors, juste, c'est une étude qui concerne les athlètes olympiques les derniers 6 mois de préparation olympique avant les Jeux d'hiver pour le ski et avant les Jeux d'été pour l'aviron, pour lesquels on a suivi leurs données au quotidien et des variations hormonales aussi, entre autres paramètres. Et on a identifié une réponse de façon simple, une réponse optimale à l'entraînement, sachant que là, ce sont tous des entraînements où on attend 100% des athlètes. Ce sont des entraînements qui ont lieu 6 jours, 7 jours par semaine. Et donc, on attend qu'elles soient performantes dans tous les entraînements. Elles sont motivées, elles s'approchent des Jeux olympiques, elles sont en train de donner tout ce qu'elles peuvent. Elles tentent de bien dormir, elles tentent de bien manger. Toutes les variables sont tenter d'être proches de l'idéal. Et pour autant, leur capacité de s'adapter à la charge d'entraînement, elle est différente au cours du cycle. Donc, c'est à partir de ces résultats qu'on a commencé à suggérer aux entraîneurs de planifier les séances les plus importantes, les plus intenses, là où la probabilité de tirer les plus grands profits de ces séances, c'est dans ces fenêtres-là, qu'on a établi au préalable de façon individuelle. Donc, c'est pour les contextes. Personnellement, c'est ce que j'avais compris de cette étude et du coup, c'est ce que je comprends de ta fenêtre optimale que tu décris et que vous suggérez actuellement aux athlètes élites. Et j'insiste là-dessus parce que je pense qu'on ne conseille pas les mêmes choses au top 0,03% de la population mondiale qu'à nos Martines qui n'ont pas les bases et dont on n'est même pas sûr qu'elles ovulent.
En fait, ce que je trouve complexe actuellement sur cette étude particulièrement et sur d'autres, on va parler peut-être de la revue systématique de McNulty, c'est qu'en fait, on se heurte aussi à un énorme problème statistique, c'est-à-dire que les chaînes de Markov, moi, j'ai trouvé ça particulièrement difficile et indigeste à comprendre quand on n'est pas statisticien. Même si au final, je trouve que tu l'as très bien expliqué et je vois que j'avais plutôt bien compris l'article. C'est qu'on va se baser sur des probabilités. Je me souviens plus si vous aviez une vérification de l'ovulation. Et déjà, une sportive de haut niveau qui a un haut volume d'entraînement, si elle arrive à garder une ovulation régulière, moi je trouve que c'est déjà hyper positif sur l'environnement hormonal. Mais du coup, si tu veux, ma question c'est comment en fait cet environnement-là peut-il être déployé? Et je reviens un peu sur ce qu'a suggéré Anna. Ok, c'était l'aviron, c'est un sport qui reste à plusieurs personnes, à part pour celles qui sont en bateau seul, me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on fait des équipières? Parce qu'en fait, c'est une vraie légende de croire que toutes les femmes ont leur cycle menstruel synchronisé quand elles sont une équipe. C'est une vraie légende, ce n'est pas le cas. Donc, je trouve que sur le côté terrain et qu'est-ce qu'on veut faire passer, j'entends l'idée et qui rejoint finalement Anna. Hein. Je pense qu'on parle peut-être des mêmes choses et peut-être pas avec les mêmes mots. Il existe des RPE et finalement, chaque femme va avoir sa propre fenêtre optimale qui peut être intéressant d'optimiser. Moi, ce qui me dérange un petit peu avec ce discours, c'est est-ce que c'est à l'entraîneur d'optimiser ou est-ce que c'est à la femme d'avoir cette possibilité de, comme tu disais, être à 100%. Alors peut-être que sur un cycle olympique, c'est une nécessité, mais est-ce que sur nos Martines qui déjà peinent à avoir 3 séances d'entraînement par semaine parce qu'en fait, elles vivent, mais nos footballeuses en France, elles sont pas toutes pros en fait. Donc elles ont un taf à côté, elles doivent se nourrir, elles dorment pas assez. Donc en fait, je trouve que mettre un énorme focus comme ça, alors qu'on sait que la plupart des athlètes féminines, elles sont déjà pas dans les dispositions pour s'entraîner correctement. Peut-être qu'à l'INSEP, c'est un environnement idéal, vous pouvez le faire, mais je trouve que c'est presque hypocrite et peut-être un peu prématuré de commencer à le conseiller à tout le monde. Et pour revenir à la revue systématique de McNulty qui suggère que, donc vous, votre vision, c'est peut-être un peu plus positif, et ça, je le souligne. Je trouve qu'avec ce projet, vous avez quand même montré qu'il existait des moments du cycle menstruel qui ne sont pas une fatalité et dont on pouvait tirer parti. Et ça, je trouve ça extrêmement positif que vous fassiez en sorte de changer la narrative vis-à-vis du cycle menstruel, c'est-à-dire tire-en profit et identifie des moments où tu es capable de mettre un petit coup de boost. Moi, sur le principe, je trouve ça plutôt cool. Sur la revue systématique de McNulty, ils ont fait un peu le pendant inverse. Déjà, ça a été la phase menstruelle contre le reste du cycle. Donc déjà, statistiquement, ils ont pooled toutes les autres phases. Donc là, on a passé 49 minutes à vous expliquer qu'il y avait différents climats hormonaux. Et à l'heure actuelle, la revue systématique méta-analyse, qui est la plus citée du domaine, donc on a plus de 1000 citations, on est sur une revue systématique avec des études de mauvaise qualité, de petit effectif, qui dit que la phase où il y a la possibilité d'avoir une performance qui est moins bonne, c'est pendant les menstruations. Sans déconner, en 2025, il fallait vraiment qu'on ait autant d'études pour le dire. Je pense que n'importe quelle femme sur Terre te dirait « j'aurais dit ça ». C'est logique. Mais en fait, le problème, c'est qu'elle capture pas la réalité des choses. Et c'est là toute la complexité du sujet. Et j'en rejoins Anna, est-ce qu'on complexifie pas un petit peu trop en se disant il faut que tu fasses ça absolument dans telle phase? Est-ce que notre discours, il devient pas un peu négatif et peut-être un peu culpabilisant si jamais tu es dans ta fenêtre optimale que tu as détectée le mois d'avant, mais qu'en fait, t'as pas dormi, c'est la merde au boulot, tu fais ce que tu peux. Et en fait, la fenêtre du mois dernier, déjà, est-ce que tu es sûr que tu as vu ce cycle-là? Donc, est-ce qu'en fait, tu es dans le même environnement hormonal? On parle de ton athlète qui avait eu, par exemple, un décalage d'avion. Enfin, je trouve que c'est difficile de simplifier un discours et je suis quand même un peu gênée, moi, avec cette... et pourtant, Dieu sait, mon sujet de thèse, c'est clairement l'entraînement périodisé sur les phases du cycle. Ça fait 1 an et demi que je cherche l'ovulation de toutes les participantes. Donc peut-être que je suis en burn-out d'ovulation et ça, honnêtement, faut prendre ça en considération. C'est-à-dire que pour le moment, j'en ai jusque-là, d'accord? Peut-être que dans 1 an, vous me réinviterez et que j'aurai un discours un peu plus pondéré. Mais en fait, d'avoir eu des femmes qui n'avaient pas d'ovulation et de les avoir récupérées en pleurs en disant « mais qu'est-ce qui cloche chez moi ?» En fait, moi, je trouve que ça fait poser des vraies questions sur est-ce qu'on a vraiment les études scientifiques qui permettent de dire qu'on doit périodiser selon le cycle menstruel. Et adapter, pour moi, c'est pas pareil que périodiser et entraîner. Voilà, j'ai fini. Je trouve qu'ils sont toutes des remarques pertinentes et très intéressantes pour donner des pistes pour trouver l'ovulation. Le sujet de tes études, ça c'est commencer à mesurer les hormones bien avant de faire des tests urinaires. Déjà ça, nous on suit les hormones quand ça commence à augmenter, c'est là qu'on va faire les tests. Peut-être pour ça qu'on trouve autant d'ovulation des athlètes de très très haut niveau. Sur la question, est-ce que c'est l'entraîneur ou c'est l'athlète? Ça dépend. Dans l'environnement que nous suivons, nous avons des deux. C'est-à-dire certains athlètes qui ont dit, je veux pas y penser, je veux que ce soit mon entraîneur qui prenne en compte.
Et donc, on a fait comme ça a été souhaité. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. Elle a dit, je veux pas que l'entraîneur les sache. Je vais en prendre en compte. Autre chose, c'est que ce que nous mettons en évidence, ce n'est pas ce qui marche seulement pour l'élite. On met en évidence la physiologie. Quand on identifie les éléments de la physiologie humaine, c'est la physiologie. Comment on va l'adapter, ça va s'adapter en fonction de son niveau. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un athlète d'élite, ou bien c'est facile pour un athlète d'élite, c'est peut-être difficile pour une personne en population générale. Mais la physiologie, elle est humaine. Elle est la même. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple initialement. Le cycle circadien. Il peut avoir des personnes qui sont plus du début de la journée, d'autres qui sont plus de la soirée, c'est les chronotypes. Néanmoins, personne en s'entraînant la nuit va favoriser leur progression en la même façon en s'entraînant la journée. C'est que j'ai pas de la physiologie. Et du moment qu'on identifie la physiologie, il y a des choses qui sont extrapolables avec précaution, bien entendu, en population générale, sachant que les premières études montrant cette adaptation portent sur des femmes entraînées, pas sur l'élite sportive, qui montrent l'intérêt il y a même des reviews montrant l'intérêt de cette périodisation avec des femmes qui sont entraînées et qui ne sont pas des athlètes élites. Mais après, et c'est là que je pense qu'il faut pas aussi oublier qu'il y a absence d'évidence est différent d'évidence d'absence. Et encore une fois, c'est les mêmes arguments que j'ai suggéré. On ne peut pas dire que les gold standards pour les femmes, c'est d'entraîner de façon régulière. Parce qu'on n'a pas encore des gold standards pour les femmes, parce qu'elle n'a pas été étudiée telle qu'elle. Donc, mais on peut supposer de façon très raisonnable qu'il est bien plus intéressant de rester régulière que de ne pas rester régulière. Ça c'est le raisonnement. C'est les mêmes qui ont fait aujourd'hui avec la fenêtre optimale. Oui, je vais me permettre de compléter. Je pense qu'au final, finalement, on rentre dans un débat, est-ce qu'il faut périodiser ou pas? Je pense que là, si on devait prendre un pourcentage de tout ce qu'on peut faire pour mettre en place pour améliorer sa performance, la périodicité du cycle, c'est peut-être 5%. 5% sur 100 pour optimiser. Ouais. Et que, j'avais bien aimé, c'était une citation que toi, tu avais dit, hein, Manon, mais en fait, c'est finalement la cerise sur le gâteau. Et qu'avant, il faut le gâteau. Et puis, quand on regarde le contexte féminin, même à haut niveau, on regarde ce qui se passe en termes de financement, par exemple. Quand on voit que, même si maintenant, c'est quelque chose qui est très à la mode, on veut faire quelque chose pour les femmes, donc on dit, on va adapter l'entraînement en fonction du cycle, ok, mais c'est la cerise sur le gâteau, et si la base du gâteau n'est pas là, c'est du pinkwashing, pour moi. C'est-à-dire, si on prend un contexte élite, mais qu'en fait, elles n'ont pas de préparateur physique parce que la Fédé n'a pas de budget, parce que elles voyagent en car parce que la Fédé n'a pas de budget, parce que elles ont pour la plupart... Elles jouent dans les gymnases pourris parce que les gymnases bons, ils sont pour les mecs à 20h. Voilà. Si on reste proche du cycle, peut-être c'est des femmes qui ont peut-être pas eu les meilleurs conseils ou les meilleures tenues par rapport à leur menstruation, puis qui sont peut-être juste pas à l'aise avec l'environnement. Alors c'était un contexte amateur, mais moi j'avais suivi une équipe de foot qui avait pas de poubelle il n'y avait pas de poubelle sanitaire quand elles allaient aux toilettes parce que c'était un contexte sportif créé pour les hommes et qui voulait pas installer donc tout ça, un peu toutes ces choses-là, on va dire un peu plus environnementales et sociales, c'est déjà pour moi un impact beaucoup plus grand sur la performance de nos athlètes. Et puis ça, c'est un peu finalement la base du gâteau qui est la plus importante à compléter. Et puis après, à la fin, si tout ça est respecté, si on veut périodiser ou non, finalement, c'est ce 5% de la part du gâteau. Donc, j'ai assez envie de dire, je serais très heureuse d'avoir dans quelques années toutes ces études, où j'espère qu'on pourra se positionner d'un peu plus près. En tout cas, des études préliminaires, c'est que je pense pas qu'on va tripler ou doubler la performance de nos athlètes en fonction de si elles s'entraînent ou pas de leur cycle. Donc ça, c'est juste un peu pour remettre l'église au milieu du visage. Et puis, je pense qu'il faut qu'on fasse attention, nous, dans notre discours, c'est à l'effet nocebo aussi. Moi, j'ai des athlètes qui me demandent en me disant, mais est-ce qu'il y a des moments où je devrais pas faire de compétition parce que je risque de plus me blesser? Et puis, du coup, dans notre discours, c'est d'essayer d'éviter d'avoir cette histoire de cycle comme un problème à contrôler, mais plutôt comme un super pouvoir.
De dire, bah voilà, on sait qu'on est en bonne santé parce qu'on a un cycle menstruel qui est régulier. On sait qu'on a une fenêtre où on est prête à tout exploser, pour certaines en tout cas. Voilà, mais que voilà, c'est un peu peut-être je fais un peu la médiation dans cette histoire, hein, mais peut-être juste ramener le contexte et ce qui est important. Je complète, je suis pas contre l'entraînement selon le cycle menstruel. C'est juste que pour moi, il y a entraîner. Et si on parle d'entraînement, on parle de périodisation. Et tu l'as dit, Anna, il y a des prérequis à l'entraînement qui sont au-delà du cycle menstruel. Et parfois, les personnes qui se préoccupent de ce sujet, on se rend compte qu'il n'y a pas de cohérence déjà dans les choix qu'elles font. Et pour moi, adapter et tenir compte des symptômes, c'est complètement différent de entraîner selon le cycle menstruel. Pour moi, c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. On a passé du temps sur les symptômes. Tenir compte des symptômes et dire que la fenêtre n'est pas optimale parce qu'on est à 9 sur 10 dans son lit pendant ses menstruations, en fait, c'est du bon sens. Enfin, vraiment, je suis pas sûre qu'on ait besoin d'études actuellement pour dire, effectivement, si tu as 9 sur 10, c'est peut-être pas le moment de faire la séance telle qu'elle est écrite sur le papier si tu n'arrives pas à sortir de ton lit. Sincèrement, je pense que c'est du bon sens et pour moi, ça devrait même pas être, c'est pas là-dessus qu'on débat. Moi, c'est sur la sémantique de l'entraînement selon le cycle menstruel. Je trouve que c'est prématuré actuellement de pouvoir assumer et dire au grand public que il existe des moments qui sont plus propices à la performance, alors que la plupart du grand public n'a déjà pas d'entraînement structuré. Et je reviens, Anna, sur même la posture de l'American College of Sports Medicine sur l'entraînement en résistance. Mais les fondamentaux de l'entraînement, une athlète qui progresse, c'est une athlète qui s'entraîne. Si elle peut pas s'entraîner de manière consistante, ou si on lui dit que dans telle phase du cycle, ce n'est pas optimal, parce que malheureusement, le pendant négatif d'une fenêtre optimale, c'est qu'il existe une fenêtre non optimale. Malgré toute la bienveillance que vous avez mise sur la narration, quelque part, il y a quand même cette notion il existe une autre partie. C'est une vision. Et cela dit, vraiment, c'est très intéressant vis-à-vis de l'exemple que tu donnes sur le cycle circadien. Donc moi, je mets un peu de nuance, hein, je me suis emballée tout à l'heure. Je ne suis pas contre le fait de tenir compte des symptômes du cycle menstruel. Par contre, pour moi, c'est différent de s'adapter à une athlète qui a des symptômes que de lui proposer une périodisation yeux fermés sans réfléchir vis-à-vis de ses phases hormonales supposées. Pour moi, c'est deux sujets différents. Et il y en a un qui va dans une meilleure direction que l'autre. Je peux pas être plus d'accord avec toi. On va pas proposer une périodisation les yeux fermés. On va d'abord faire la base. On va identifier une cyclicité. On va identifier cette réponse à la charge d'entraînement qui, comme a dit Anna, se base énormément sur la RPE, mais ça joue aussi sur la motivation, les bien-être. Et on ne va pas adapter à des symptômes parce que s'il y a des symptômes que l'athlète ne peut pas sortir du lit, il faut d'abord une prise en charge médicale. Pas de problème. On s'adapte pour tirer profit des pics hormonaux. C'est pour ça qu'on adapte. Et ça ne veut pas dire qu'on va s'entraîner plus ou qu'on va s'entraîner moins. On va s'entraîner plus intelligemment. Mais ça, c'est en effet pour celles qui ont déjà fait leur devoir et ont fait la base. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a peut-être deux niveaux de lecture. En fait, il y a en effet les élites qui ont déjà toutes les cartes en main et qui ont une nouvelle carte un peu bonus avec laquelle elles peuvent jouer. Et il y a un peu le tout venant qui fait déjà ce qu'il peut avec ce qu'il a. Mais même à l'élite, vous pensez que dans le sport d'élite, on est déjà équipé pour ça. Ce n'est pas encore vrai. OK, j'ai déjà suivi presque 1200 athlètes individuellement pendant plus de 6 mois. Oui, mais ça, c'est 1200 athlètes. Ce n'est rien par rapport à l'élite sportive. Donc non, on est encore pour beaucoup des sportifs, on est encore de travailler là, quoi, de comprendre, d'identifier beaucoup de symptômes. On est encore en train des irrégularités de cycle qui sont essentielles à corriger en amont de toute adaptation. Ça, c'est évident. Mais les retours que nous avons, soit pour les sports de haut niveau comme des femmes en population générale, c'est déculpabilisant. C'est de dire, ouais, mais c'est horrible de penser, surtout dans cette société où on doit être chaque fois plus productive, se réveiller chaque fois plus tôt pour en faire chaque fois plus, de pouvoir se dire, oui, mais non, je n'ai pas besoin d'être la même chose à 100% tous les jours. Je vais prioriser certaines séances plus intenses, certains moments. Dans d'autres moments, je vais prioriser mon sommeil, l'alimentation et d'autres facteurs qui me permettent aussi, qui jouent aussi sur la performance. C'est pas que la charge, la récupération aussi. Après, là où je serais curieuse, en tout cas, si on pense en termes de symptômes, moi, j'ai déjà des patientes qui sont arrivées, ou même pour moi, hein, où je commence ma séance en me disant, mais j'ai hyper mal au ventre, j'ai des crampes, je suis fatiguée, où je serais tentée de faire moins
Et en fait, finalement, au fur et à mesure de ma séance, je m'active et puis je fais mon meilleur PR sur la séance. Et puis en fait, à la fin, je suis tout aussi heureuse d'avoir quand même fait ma séance et presque limite, elle a soulagé mes symptômes. Alors, c'est pas tout le monde, hein. Mais du coup, je trouve que ça soulève une grande question en se disant, OK, on a envie d'adapter les séances pour nos patientes ou nos athlètes symptomatiques. Mais au final, je soulève la question en disant, mais en fait, des fois, finalement, si on adaptait peut-être un tout petit peu, ou du moins elle se mettait en route et elle faisait quand même, peut-être qu'on arriverait même à les aider en adaptant, bref, vous avez compris, mais en adaptant pas la séance. Voilà, c'est juste, je soulève une question, c'était très individuel et d'expérience personnelle, qui soulève peut-être encore plus de questions. Et juste un détail, je dois partir dans 2 minutes. Il n'y a pas de souci, on pourra conclure avec Manon et Anna aussi, mais peut-être si tu veux conclure ton intervention, tu voulais aussi peut-être nous parler de ton livre, je crois, qui sortait, si tu veux en dire 2 mots à ce moment-là. Oui, le livre, c'est Votre cycle menstruel mérite d'être écouté. On parle des signes clés du cycle que nous avons évoqués ici, c'est-à-dire la régularité du cycle, comment détecter l'ovulation, comment identifier proprement chaque phase du cycle et comment identifier ça dans la vie de tous les jours. Je parle aux femmes de population générale qui font du sport ou pas, qui font du sport de niveau ou pas, et comment, à partir de ce qu'elles vont identifier au cours de leur cycle, c'est-à-dire certains symptômes, ça peut être des inconforts liés à tous ces paramètres que nous avons discutés. Si c'est l'absence d'ovulation, comment interpréter ces signes au quotidien? Et à partir de là, quelles sont les recommandations en termes des modes de vie pour corriger ces signes? Donc, on traite de l'endométriose, les syndromes des ovaires polykystiques, les syndromes prémenstruels que nous avons discuté, les douleurs des règles, la dysménorrhée qui ne fait pas partie forcément, c'est pas l'endométriose, l'absence des cycles, enfin, tous ces paramètres que nous avons discutés, et la prise en charge de ces facteurs. Eh bien, je te remercie. Est-ce que ton livre est déjà disponible? Peut-être que les auditeurs, auditrices intéressés peuvent le retrouver quelque part? Il est déjà disponible dans les principales librairies et en ligne aussi, Fnac, Amazon. Ok. Eh bien, je te remercie et je n'hésiterai pas à mettre la référence aussi dans la description, comme ça sera plus facile à trouver. D'accord, très bien. Merci Anna, merci Manon. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir débattre sur des approches scientifiques. Je défends complètement ma position, mais je suis aussi ravie de voir comment ça a monté les niveaux de la discussion du cycle menstruel, parce qu'avant, c'était juste quelque chose de périphérique. Aujourd'hui, on peut avoir les plaisirs de discuter, d'avoir des visions. Et ça, c'est extrêmement enrichissant pour nous dans la science, mais pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et rien de personnel là-dedans, je pense juste que c'est des débats de personnes passionnées. Et moi, Juliana, on s'est déjà rencontrés, j'ai beaucoup de respect pour ton travail. C'est plus l'implémentation et la narration que je trouve importante, mais je pense qu'on est toutes animées par le même but ce soir. On veut que les femmes, dès qu'elles connaissent mieux leur cycle, et je pense que c'est le plus important à retenir, c'est clairement, il n'y a pas de qui a raison, qui a tort, c'est de la nourriture pour l'esprit et chacun prendra ce qu'il a envie. Mais je pense qu'on est toutes alignées avec le même but ce soir, c'est clairement, on veut que les femmes considèrent au moins leur cycle menstruel et qu'elles apprennent à le connaître. C'est ça, je trouve que ça, c'est essentiel et qu'on participe à ces mouvements où il y en a plus de connaissances sur ces sujets qui nous passionnent. Au revoir. Alors peut-être on va essayer aussi, nous aussi, de conclure pour pas que ce soit trop long après le départ de Juliana, mais peut-être qu'on peut essayer de faire d'avoir une approche un peu modérée entre les différents propos. Donc, qu'est-ce qu'on peut peut-être recommander aujourd'hui? Donc, je pense qu'il y a aussi un point central, c'est que toutes les femmes sont différentes et que toute adaptation va être différente. Donc ça, c'était quelque chose à garder en tête, parce qu'il y a des femmes qui n'auront pas du tout de symptômes comme vous pouvez décrire, qui auront besoin de rien du tout, d'aucune adaptation.
Et au contraire, peut-être qu'il y en a qui vont avoir des besoins et qui seront différents en termes des différentes phases du cycle, de leur ressenti. Ça peut être lié aux douleurs de règles, ça peut être lié à l'ovulation. Enfin, j'imagine que chaque femme va avoir une réponse différente et qu'on peut peut-être aussi se dire, faut, comme vous le dites depuis le début, apprendre à se connaître. Et à partir de là, on peut imaginer des choses. Oui, c'est ça, c'est un peu t'as très bien synthétisé, hein. J'ai assez envie de dire, en fait, la base, c'est déjà juste de l'éducation, savoir ce que c'est un cycle et se connaître. En second, j'aurais assez envie de dire, la deuxième base, c'est est-ce que ce que je fais, c'est déjà juste les goals standards généralisés? C'est est-ce que je m'entraîne régulièrement? Est-ce que je mets suffisamment d'intensité dans mes séances, etc. Et puis après, à la fin, comme on disait tout à l'heure, hein, la cerise sur le gâteau, c'est d'adapter. Donc j'ai bien aimé, hein, Manon, hein, comment tu as bien distingué les deux. Hein. Mais on peut s'adapter en fonction de nos symptômes. Et puis, si les symptômes sont pas tolérables, c'est le staff médical. Donc c'est quelqu'un du niveau médical et il faut aller consulter et puis juste pas les normaliser. Et je vais rebondir moi sur quelque chose qu'avait dit Juliana aussi, mais tu l'as bien dit aussi Margot. En fait, aussi déculpabiliser. Je pense aussi que parfois, dans la demande des femmes qu'on considère leur cycle menstruel, en fait, derrière se cachent d'autres choses. Des fois, c'est d'avoir la possibilité d'en parler avec son entraîneur, en toute franchise. Typiquement, pouvoir avoir l'espace de parole, c'est-à-dire que l'entraîneur lui-même en coaching one-one, en course à pied, qui puisse dire, si jamais tu as des symptômes, fais-le moi savoir, parce qu'effectivement, je peux te mettre un plan B. Tout simplement, en fait. Un plan B qui n'est pas un plan magique qui dit que selon telle phase, avec tel niveau d'hormones, tu dois boire du jus de cerise la tête à l'envers en faisant 3 fois un tour sur toi-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Rien à voir. Des fois, c'est juste, OK, je suis un peu plus fatiguée parce qu'en fait, j'ai eu des crampes toute la nuit, j'ai pas bien dormi. OK, donc j'ai mes règles. Et du coup, un plan B disant, par exemple, l'intensité, tu peux réduire ou tu es pas obligé de tenir tes allures. Aujourd'hui, c'est une séance de qualité ou alors remplace cette séance de qualité par une sortie de zone 2 et tu feras ta séance de qualité à un autre moment. Mais en fait, déjà là, je trouve qu'on s'adresse à des personnes, comme tu disais, Anna aussi, qui ont des goals standards de l'entraînement que la plupart des gens n'ont pas. Ça dépend en fait du niveau d'entraînement dans lequel on se situe. Donc, si tu cours tout le temps à fond, en fait, le problème peut-être de ta fatigue n'est pas tellement que tu es dans telle phase du cycle, c'est juste que la coloration des symptômes que tu as à différentes phases, elle risque d'être encore plus exacerbée par un stress chronique, par un manque de sommeil chronique, voire par une déficience énergétique relative chronique. Donc, le fait de ne pas manger suffisamment va aussi pondérer beaucoup tes variations hormonales. Donc, je trouve qu'il y a différents niveaux de lecture, mais déjà, comment la personne en face de nous s'entraîne. Donc, clairement, pour un entraîneur, déjà, offrir cet espace de parole et que la personne se sente libre de dire « j'ai mes menstruations, aujourd'hui j'ai mes règles, je devais faire une sortie longue, mais en fait, niveau logistique, je sais pas comment je vais gérer ça. » Déjà, ça va être l'occasion de tester son matériel. On parle pas assez de ça, moi je trouve, dans le trail. Ça va être aussi du fait de « OK, je pars pendant 10 heures dans la forêt et j'ai mes règles. Je prends quoi comme matériel ?» Donc, l'hygiène menstruelle, c'est un autre champ qu'on n'a absolument pas abordé en 1h10, tu vois. Moi, je trouve que c'est des choses très pratico-pratiques et qui ne sont pas de la périodisation de l'entraînement. Mais en fait, quand la personne demande des fois qu'on tienne compte de son cycle, peut-être que la question cachée dessous, comme disait Anna avec l'exemple des poubelles, dans le trail, c'est en fait, je sais pas, comment je gère? Donc, typiquement, ce qui est important pour moi de parler dans le fait des protections périodiques. D'ailleurs, on voit beaucoup de trails qui s'équipent avec de quoi se laver les mains, des protections hygiéniques qui sont disponibles sur les ravitaux. Et ça, franchement, il faut qu'on en ait plus et partout. Bravo aux organisateurs de courses qui font ça. Franchement, je pense que c'est essentiel. Ça libère la parole et ça crée plein de choses. Moi, le seul point de vigilance que j'ai sur l'ultra, c'est qu'en fait, il existe le choc cytotoxique. Ça va être malheureusement quand une protection endocavitaire est portée trop longtemps. Et ça, normalement, un tampon ou une cup, et si vous voulez être selon les recommandations médicales, c'est tous les 4 heures maximum, il faudrait changer. Alors sur un ultra trail, c'est vite un peu sport, sachant que ça dépend effectivement du débit, ça dépend du type de protection et de la taille de la protection que la personne utilise. Le point de vigilance qu'on n'a pas sur les sportifs, c'est qu'on ne connaît pas aussi le microbiote, comment il change pendant la course. Je pense que vous avez suffisamment d'épisodes sur le microbiote intestinal. En fait, le microbiote vaginal, on ne sait pas du tout ce qui se passe pendant un ultra-trail. Donc, est-ce qu'il a la même tolérance, en fait, à une protection endocavitaire? Pour moi, c'est une vraie question. Cela dit, on n'a pas 500 cas de choc cytotoxique sur des courses. Donc, il semblerait que ça reste peut-être avec la même tolérance. Sinon, on aurait peut-être un peu plus de
de cas, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il faut vraiment, si vous portez des protections internes, ayez un point pour vous laver les mains. Ne changez pas votre protection interne sans vous être lavé les mains et essayez au maximum de respecter les principes d'hygiène de base, quoi. Et n'hésitez pas à superposer. Il y a des nouveaux produits qui sont en train de sortir et d'être développés par des équipementiers avec justement des shorts menstruels, avec des pads amovibles. Donc de plus en plus, je pense que les équipementiers vont s'emparer de ce sujet qui est du coup lié au cycle menstruel. Ouais. C'est vrai que c'est super intéressant et ça pose aussi la question, j'y reviens dessus. Mais oui, mais la contraception hormonale, parce que ça permet aussi de contrôler ça, quoi. De choisir de ne pas vivre un événement de menstruation à ce moment-là. Maintenant, j'ai des réserves sur la contraception. À quel prix? Et des fois, c'est au détriment de la santé osseuse. Et ça, moi, personnellement, c'est vrai que la contraception systématique, je pense qu'on ne fait pas les mêmes choix quand on est sur le point de gagner la Barclay. On ne fait peut-être pas les mêmes choix. Vis-à-vis d'une élite, pour moi, n'est pas confrontée aux mêmes choix. Et je pense qu'on peut faire le parallèle autour d'un peu la polémique, si je puis dire, qui a été autour de Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France féminin et sa perte de poids. Quand tu es à l'aube de gagner le Tour de France, tu as peut-être des choix qui te regardent vis-à-vis de où t'en es de ta carrière et ce que tu es prêt à faire vis-à-vis de ta carrière. Dans du sport amateur, c'est vrai que j'aurais du mal à dire que la contraception, c'est la solution pour tout et que du coup, prenons toute la pilule, comme ça, on ne sera pas embêté avec nos saignements. Et du coup, c'est pour ça que je ne suis pas du tout contre une adaptation ou une considération du cycle menstruel. Vraiment, ne vous méprenez pas sur mes propos. Je pense qu'il est essentiel que chaque femme fasse connaissance avec son cycle. Mais si le cycle vous gouverne par le bout du nez au point que vous voulez éviter certaines phases, il y a peut-être d'autres curseurs à regarder. Peut-être qu'il faut vous faire aider médicalement parlant et vérifier que le sommeil est OK, que la nutrition est OK. Parce que ça, dans la revue toute fraîche de Natalucci, clairement, c'est vraiment ça qui ressort des revues et des articles qui ont été publiés ces dernières années. C'est quand même que les bases de la vie, si je puis dire, donc l'alimentation et le sommeil, vont clairement avoir un effet aussi sur le vécu du cycle. Donc finalement, de s'obséder avec le cycle, alors que des fois les bases, donc le gâteau n'est pas complet, on tourne un peu en boucle en fait. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on prend la question à l'envers. C'est plutôt de dire comment est-ce que je fais pour éviter d'avoir mes règles. C'est plutôt de dire mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mes règles ne me dérangent pas pendant ma course. C'est juste prendre la question dans le bon sens finalement. Puis essayer d'identifier, est-ce que c'est les douleurs, est-ce que c'est l'inconfort sanitaire, est-ce que c'est les troubles digestifs, parce que ça, dans le trail, ouais, c'est souvent ça aussi. Et c'est vrai que si c'est ça ton symptôme principal, tu l'attaques pas avec du Doliprane, quoi. C'est vrai que il y a d'autres choses, c'est plus inconfortable et t'as pas forcément la main sur tout. Donc très vite, on revient aussi à l'alimentation, quoi. On peut rebondir sur Après, on va conclure parce que ça commence à faire un bel épisode quand même. Peut-être un point que vous avez mentionné, c'est le RPE plusieurs fois. Est-ce que déjà on peut se dire qu'une première base peut-être c'est d'adapter en fonction de son RPE déjà, peu importe la phase du cycle finalement, et se dire voilà, si un jour je me sens pas bien et tout, c'est OK de lever le pied, c'est OK de remplacer une séance qualitative par un footing par exemple ou quelque chose de léger, zone 1, zone 2, ça peut être déjà une première base et pas forcément se taper dedans quand de base on va pas bien, même si des fois ça peut améliorer certains symptômes. On peut se dire que c'est pas forcément une règle, il faut apprendre encore une fois à se connaître pour savoir ce qu'on peut tolérer ou pas, quoi. Oui, tout à fait. Puis là, on rentre à nouveau dans de l'éducation, homme ou femme, au final, où des fois l'amateur, il veut à tout prix tout faire comme l'athlète d'élite. Il s'entraîne pas selon son RPE, il s'entraîne selon un planning, mais la récupération derrière, c'est pas la même. Selon Strava, les scores Strava. Mais plutôt, dire la réalité de l'athlète amateur, c'est qu'il travaille à côté, il a peut-être des enfants, il ou elle, les deux confondus. Et oui, effectivement, moi, je recommande le RPE pour éviter du coup ce syndrome de surentraînement, quelle que soit la phase du cycle. Et je trouve, pour rebondir là-dessus, effectivement, c'est ce qui est dur dans la bibliothèque du RPE, c'est que tu découvres ton RPE 9 le jour où tu as vraiment fait un RPE 9. Donc en fait, au début, tout le monde te met des 5-6 et c'est super dur. En fait, la plupart des personnes ont vachement de mal à se sentir et croire qu'un RPE bas va avoir des bénéfices. Et je pense que quand on aime le sport et qu'on aime courir, je crois qu'on aime bien un peu se taper dedans, on va pas se mentir. On aime bien les sensations on a les poumons qui brûlent, on a envie de sentir les sentiers défiler, enfin ce lâcher prise qu'il y a quand on tape un peu dans le moteur, il est quand même très agréable, on va pas se mentir.
Mais en fait, si on s'entraîne tout le temps au milieu, le corps, effectivement, il bénéficie pas des mêmes adaptations. Donc, c'est pour ça que j'en reviens un petit peu à adapter vs entraîner. Et effectivement, quand tu es au bout du rules dans ton lit, déjà, aller marcher, c'est bien. Et ça se trouve, tu auras la bonne surprise de voir que tu peux courir. Donc, ça veut même pas dire que tu peux rien faire. C'est juste peut-être que l'intensité prévue sur le papier, peut-être que le cycle va être indéterminant pour te dire aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça passe. Mais sauf erreur de ma part, rares sont les athlètes amateurs qui peuvent s'entraîner 7 jours sur 7. Et parfois, la solution très simple, c'est juste de pas faire la séance le jour où tu es au pic de symptômes. Donc, typiquement, je pense là aux menstruations et aux femmes qui auraient les règles douloureuses. Pour des personnes qui ont des ovulations qui sont symptomatiques, et c'est là où, en fait, je pense que c'est intéressant parce que Juliana n'a pas forcément parlé dans l'histoire de la fenêtre optimale. Ce qui se trouve très facilement sur les réseaux sociaux et que vous trouvez aussi dans vos applis, c'est de vous dire que c'est la phase folliculaire tardive qui est clairement bénie de tous les dieux. C'est-à-dire que c'est là où tout se passe et c'est la magie se crée et qu'en fait, on peut tout tolérer pendant cette phase et grosso modo, passer l'ovulation, on est bon à rien. Voilà, si vous cherchez un peu sur Internet, vous trouverez ce genre de discours, alors un peu plus nuancé que ce que je viens de vous offrir. Mais sachez que la réalité est quand même un peu tout autre et qu'il y a des femmes qui subissent vraiment leur ovulation. Et du coup, c'est pas forcément là où elles vont avoir cette lune de miel avec leur cycle menstruel. Donc, pour reprendre l'idée d'une fenêtre optimale, effectivement, si vous voyez qu'il y a des patterns qui se répètent, profitez-en. Moi, je suis la première à avoir repéré cette fenêtre-là, mais je fais de la force athlétique et clairement, je ne dépends pas d'un environnement où il pleut, il vente, le dénivelé change, etc. C'est tout le temps la même barre avec tout le temps les mêmes poids. Donc, personnellement, je fais un sport où il y a beaucoup moins de paramètres extérieurs qui viennent influencer ma séance. Donc, dans le trail et tout ce qui compose la beauté du trail, en fait, il y a plein de choses qui vont s'y jouer sur le vécu de l'effort, par exemple le dénivelé. Et d'une séance à l'autre, en fait, même si c'est la même sentier, la même sortie, en fait, il suffit que le terrain soit un peu plus gadouillou. On est dans la neige, on est dans le froid, on n'a pas la même thermorégulation, il fait 30 degrés. En fait, il y a aussi tout cet environnement qui vient influencer et le cycle menstruel est indéterminant parmi les autres. Il ne faut pas l'ignorer. Tenez-en compte. Si vraiment vous sondez votre corps et vous voyez que vous n'êtes pas bien, ça peut vous aider à vous dire peut-être que c'est pas l'idée de sortir la sortie du siècle parce qu'il a de la gadoue, il a plu pendant 2 jours, j'ai pas dormi, les enfants sont infernales et j'ai une charge monstre. Et en plus, effectivement, j'ai des symptômes de mon cycle menstruel. Si ça peut être le point bonus pour que vous arriviez à vous écouter, moi j'achète et j'appelle ça s'entraîner selon le cycle et dans ce cas, vous avez bien fait. Mais autrement, ça devrait pas tout gouverner. Ouais, qu'on va garder qu'il y a quand même des études du coup qui vont dans les deux sens, il y a besoin d'adapter, il y a peut-être pas besoin d'adapter, donc de garder ça. Et comme vous l'avez très bien dit, qu'il y a beaucoup d'études peut-être qui ont été mal menées jusqu'à maintenant, ou en tout cas il y a des limites méthodologiques qui doivent être considérées, que je crois que vous l'avez tout dit, que pour l'instant il manque beaucoup de données et de résultats pour pouvoir définitivement trancher, même s'il y a des hypothèses qui peuvent être acceptées raisonnablement. Mais voilà, il faut garder un petit peu de recul et peut-être conclure en disant qu'il faut s'écouter, qu'il faut apprendre à se connaître et que ça, déjà, ça peut être la meilleure base pour comprendre, apprendre son cycle et voir s'il y a besoin de faire des choses en fonction pour son entraînement. Parfait. Et si au final, vous vous mettez à la course à pied et qu'en fait, si vous faites de la course à pied périodisée selon votre cycle et que vous vous y tenez et que vous partez de rien, vous êtes sédentaire et grâce à une approche basée sur le cycle menstruel, vous arrivez à vous écouter et à être consistant dans votre pratique d'activité physique, moi, personnellement, j'achète. J'ai pas d'ego ni de combat, en fait. Ce que je veux, c'est que les femmes fassent du sport, qu'elles aiment leur corps, qu'elles apprennent à le connaître, qu'elles fassent la paix avec ça. Et si ça passe par moi, j'aime bien l'idée de m'entraîner selon mon cycle, et faites-le, en vrai. C'est ça le plus important, c'est que vous fassiez déjà ce qui vous fait envie et que vous soyez active. Ça me paraît être une jolie conclusion. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention, Anna et Manon. Et si vous voulez peut-être que nos auditeurs, auditrices puissent vous suivre, est-ce que vous avez par exemple des réseaux sur lesquels vous êtes actifs ou des choses comme ça? Oui. Moi, dans le sens, j'ai un réseau donc sur Instagram qui est ouvert, qui est en public, où je commence à divulguer et vulgariser mes projets de thèse. Parce que j'estime que c'est aussi au boulot des chercheurs de vulgariser notre travail et qu'on est les meilleurs amenés à le vulgariser pour le contexte clinique. Voilà. Donc, comme réseau social, c'est donc Instagram, anna.stit. Et puis, sinon, sur LinkedIn, de temps en temps, je publie des choses. Voilà. Mais sinon, je suis pas beaucoup plus active que ça sur les réseaux. Et moi, du coup, manon.dauvergne sur Instagram. Sur LinkedIn, je suis pas très active non plus. Je sais que c'est bien, mais voilà. Du coup... manon.dauvergne.
Très bien, je mettrai vos tags dans la description, comme ça, ce sera plus facile pour vous retrouver. Je vous remercie beaucoup et puis à bientôt. Merci. Merci pour l'invitation et c'était top. C'était top, ouais, c'était cool. Merci. C'est tout pour cet épisode consacré au cycle menstruel et à l'entraînement des femmes. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté des éléments de compréhension sur ce sujet. Vous retrouverez en description les liens pour suivre l'actualité de mes invités, ainsi que la référence du dernier ouvrage de Juliana. À bientôt, c'était Margot pour Courir Mieux.